Cher maître, chers confrères, chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier énormément l'Association des médecins de libre pratique de Sfax et à leur tête leur président, Dr Lasrat Sabeh, de nous avoir associés à ces journées. Je trouve que ces journées sont réussies. J'ai assisté depuis le début. Ils sont réussis toutefois sur le plan culturel, les 2 premiers jours, et sur le plan scientifique. Je remercie également les laboratoires Ipsen et après Mehdi, donc il a parlé du diagnostic, je vais continuer sur le versant thérapeutique et le suivi, et je vais être bref, circoncis, pour qu'est-ce qu'il faut retenir dans votre pratique quotidienne en ce qui concerne le cancer de prostate. Donc, sur le plan thérapeutique, on va diviser le cancer de prostate en 2 versants, le stade localisé, où le traitement va être curatif, et le stade métastatique. Quand on a un patient qui a un cancer de prostate localisé, il y a plusieurs modalités thérapeutiques qu'on peut proposer à notre patient. Première modalité thérapeutique, c'est la prostatectomie radicale, c'est l'ablation de la prostate et des vésicules séminales, comme vous voyez sur cette photo. C'est indiqué à qui? Chez un patient qui est âgé de moins de 75 ans, qui a une espérance de vie supérieure à 10 ans et un bon état général, et bien évidemment un cancer de prostate qui est localisé à la prostate. Deuxième modalité thérapeutique, c'est la radiothérapie externe, radiothérapie conformationnelle avec irradiation prostatique de 70 degrés, ou l'IMRT, la radiothérapie avec modulation d'intensité. Et pour le choix thérapeutique, ça se passe en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, et après avoir pris l'avis du patient. D'autres modalités thérapeutiques, surtout si on a une espérance de vie inférieure à 10 ans, un patient qui est plus âgé ou qui refuse la chirurgie, il y a la curithérapie, la mise en place temporaire ou définitive de grains radioactifs dans la prostate, mais également l'UIFU, ultrasons focalisé de haute intensité, l'ablaterme. C'est un traitement endorectal avec émission d'un faisceau d'ultrasons convergent de haute intensité. On l'a pas en Tunisie. C'est un traitement qui est plus pour les patients qui ont d'un certain âge, qui ont une espérance de vie inférieure à 10 ans et qui sont en stade localisé. Donc, on peut leur proposer, par exemple, l'ablaterme. On arrive maintenant au stade métastatique. Le cancer de la prostate, on sait tous que c'est un cancer qui est hormonodépendant. Et donc, c'est quoi le but de traitement dans un stade métastatique? C'est de bloquer l'action des androgènes sur les cellules cancéreuses prostatiques. Comment on va bloquer l'action de ces androgènes? Donc, le schéma que vous connaissez tous des androgènes, donc, soit il prévient de la sécrétion de testostérone par les testicules via la stimulation de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ou la sécrétion androgénique qui vient des surrénales. Et pour bloquer l'effet de ces androgènes sur les cellules cancéreuses, on a plusieurs modalités thérapeutiques. Le chef de file, bien évidemment, c'est la castration chimique par les analogues LH-RH, parmi ces molécules, la triptoréline, le décapeptyl LP 1125, une injection tous les 3 mois, ou les anti-androgènes stéroïdiens, également la pulpectomie, donc c'est la castration chirurgicale, et les anti-androgènes locaux. Après ce résumé thérapeutique, maintenant on passe au suivi après le traitement du cancer de prostate. Quel est l'objectif de ce suivi? Donc, premièrement, c'est de détecter une éventuelle récidive et deuxièmement, c'est d'évaluer les séquelles du traitement que notre patient a eu. Ceci est adapté aux facteurs pré-thérapeutiques qu'a le patient, au déroulement du traitement qu'on a choisi, aux suites thérapeutiques de ce traitement et pour la chirurgie, au résultat de la pièce anapathe. Le suivi, il est fait par 2 grands chapitres, cliniques et biologiques. Qu'est-ce que vous allez faire chez un patient qui est dans vos cabinets et qui a été traité d'un cancer de prostate? Premièrement, il faut poser des questions sur le statut mictionnel de ce patient. Est-ce qu'il a des troubles obstructifs à type de dysurie? Est-ce qu'il a des troubles irritatifs à type d'impériosité mictionnelle, pollacurie nocturne et diurne? Est-ce qu'il se plaint d'incontinence urinaire? Posez la question sur le statut sexuel. Est-ce qu'il a une dysfonction érectile? Est-ce qu'il a une baisse de la libido? L'état général de ce patient, est-ce qu'il se plaint de fatigabilité? Est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce qu'il a un retentissement psychologique dû au traitement qu'il a subi? Le toucher rectal, on va voir quand est-ce qu'on le fait.
Pour ce qui concerne la biologie, le PSA total, il permet de suivre le statut carcinologique. Le PSA libre n'a aucun intérêt dans le suivi d'un patient traité pour cancer de prostate. Les examens radiologiques, il ne faut pas demander d'examen radiologique aux patients qui consultent après traitement de cancer de prostate, sauf si il a une récidive biologique. Donc, on va prendre traitement par traitement. Un patient qui a eu une prostatectomie radicale. Le toucher rectal n'a pas de place, sauf si on a une ascension des chiffres de PSA. Après une prostatectomie radicale, il faut savoir qu'après 4 semaines de prostatectomie radicale, on a un PSA qui est indétectable, de l'ordre de 0,00. Donc, si on fait un PSA et on a un PSA qui est à 0,5 ou à 1, c'est pas comme un patient qui est normal, on a un PSA 1, donc on va dire que c'est un PSA normal. Non. Un patient qui a une prostatectomie radicale, il vient dans votre cabinet, il a un PSA à 1, là on parle de récidive biologique. Tout PSA supérieur à 0,2, c'est une récidive biologique après une prostatectomie radicale. La recommandation du suivi, un dosage de PSA à 3 mois, puis tous les 6 mois jusqu'à 5 ans, puis une fois par an. En ce qui concerne la radiothérapie, c'est un peu différent. La récidive biologique, on dit que le patient est en récidive si le PSA est supérieur au nadir plus 2 nanogrammes par millilitre. Je m'explique. C'est quoi le nadir? Lors de la prostatectomie radicale, on a dit que le PSA, après 4 semaines, il est indétectable. Mais après la radiothérapie ou la curithérapie, le PSA va baisser progressivement et on va aboutir au nadir à peu près un an et demi après la radiothérapie. Et donc, il faut différencier entre le nadir et l'effet rebond. Si on voit un patient après radiothérapie de 6 mois, on peut trouver une petite réascension du PSA. Là, c'est pas une récidive, c'est un effet rebond. Donc, après fin du traitement, un an et demi, on va aboutir au nadir. Ça peut être 0,1 par exemple. Si le patient il a un PSA à 2,5, donc 2 plus 0,1, donc 2,5 c'est supérieur, donc c'est en récidive. S'il a 1,1, là, c'est pas un patient qui est en récidive. D'accord? Après l'ablatherme, ça le PSA nadir 1,2, on n'a pas l'ablatherme en Tunisie. Maintenant, on passe au versant de complications, les effets indésirables qu'on peut voir après traitement de cancer de prostate. Après chirurgie, on va voir une dysfonction érectile entre 30 et 80%. Pourquoi cette disparité de pourcentage? Parce que cela va dépendre de la prostatectomie qu'on va faire. Si on va faire une prostatectomie avec conservation de bandelettes, les bandelettes vasculonerveuses qui sont responsables de l'érection, elles passent sur les faces latérales de la prostate, comme vous voyez sur la flèche. Les 2 bandelettes vasculonerveuses sur les faces latérales de la prostate, ces bandelettes, elles permettent l'érection. Donc, si on fait une prostatectomie radicale et on dissèque la prostate, et on passe pas au large, on peut conserver les bandelettes. Dans ce cas, on peut avoir une érection dans 30 à 40% des cas. Mais si le pronostic carcinologique prime, on a un cancer qui est agressif, on va faire une prostatectomie large. Là, la dysfonction érectile est de l'ordre de 80%. C'est pour cette raison que les patients qu'on traite de cancer de prostate, il faut les mettre avec un traitement inhibiteur de la 5-phosphodiestérase, traitement quotidien pour rééduquer le corps érectile. On va revoir tout de suite. Deuxième complication, l'incontinence urinaire de l'ordre de 5% après 6 mois de traitement. Pourquoi? Parce que quand on réalise une prostatectomie radicale, on risque de léser le sphincter strié et le patient va avoir une incontinence diurne et surtout nocturne. C'est pour cette raison qu'il faut faire une rééducation périnéale après la prostatectomie radicale. Généralement, dans 95% c'est des patients qui deviennent continents, à part quelques fuites nocturnes. Troisième complication, la sténose de l'anastomose vésico-urétrale qu'on peut traiter par geste endoscopique quand on va ouvrir cette sténose. On passe aux complications de la radiothérapie. C'est presque les mêmes complications. Donc, il y a une dysfonction érectile, il y a une incontinence urinaire. Il s'y ajoute une cystite et une rectite radique due à l'impact des rayons sur les organes de voisinage. On peut voir également une sténose de l'urètre, mais également une angoisse
vis-à-vis du PSA qui oscille entre différentes valeurs. Donc, il va être angoissé parce que le PSA, il n'est pas indétectable. Donc, on doit expliquer à notre patient qu'il va arriver au nadir. L'hormonothérapie, donc, c'est Charles Huggins qui a eu le prix Nobel en 1966. C'est lui qui a découvert cette molécule qu'on utilise de nos jours dans le traitement des cancers prostatiques. Donc, quels sont les effets indésirables? Les 3 effets indésirables les plus connus, c'est la baisse de la libido, c'est la dysfonction érectile et les bouffées de chaleur. On peut également voir la gynécomastie, la perte de masse musculaire, la diminution de la taille de la verge et les pertes de cheveux. Ce qui arrive mais qu'on ne voit pas, une diminution de densité minérale osseuse du patient, des maladies cardiovasculaires, on peut avoir également un diabète et ce que le patient sent, une fatigue, un manque d'énergie. Parfois, le patient peut sombrer dans la dépression, une perte des fonctions cognitives et des douleurs. Maintenant, pour éviter cette perte de densité de densité osseuse, il faut conseiller aux patients de faire des exercices physiques, d'arrêter le tabac, de prescrire du calcium et de la vitamine D, et il faut également identifier les patients à risque de fracture pour donner un traitement prophylactique. Cette fatigue et perte de l'énergie et de l'initiative, elle est probablement sous-estimée. Elle est à peu près de 14% une fatigue sévère 3 mois après la déprivation androgénique. Et cela semble être indépendant des problèmes psychologiques ou de l'anémie. Après traitement hormonal, les patients peuvent sombrer dans la dépression. C'est à peu près de l'ordre de 13%, c'est 8 fois plus que chez la population normale. Il faut poser des questions pour voir les antécédents du patient. Est-ce qu'il a des antécédents de dépression? Et généralement, les oncologues et les urologues reconnaissent mal la dépression. Et c'est à vous, dans vos cabinets, parce que ces patients vous connaissent beaucoup plus. Et donc, c'est à vous de bien parler avec votre patient pour voir s'il a quelque chose qui ne va pas bien. Regardez bien cette citation dite par un monsieur qui a un cancer de prostate métastatique. Il a dit « Ma vigueur mentale et physique m'avait déserté. Je commence à développer des seins et de prendre du poids, en particulier dans le dos, comme une femme. Mon pénis a diminué de taille. Il est mort en fait. Il a été perdu entre mes cuisses qui ont grandi énormément. Je trouve qu'il est difficile de regarder mon corps. » Et cela veut dire que notre patient, il a une mauvaise qualité de vie et il passe par un mauvais moment. Donc, il faut l'accompagner sur le plan psychologique. Donc, en résumé de la surveillance clinique, surveillance biologique par le dosage de PSA, la testostéronémie, cela dépend n'est pas systématique, cela dépend des équipes, et le rythme tous les 3 à 6 mois. La stratégie pour aborder ces effets indésirables, changer le mode de vie, un régime, de l'exercice physique, prescrire du calcium et de la vitamine D, surveiller et traiter les comorbidités qui peuvent apparaître, et j'insiste bien sur la réhabilitation sexuelle. Ce patient, il faut avoir une idée sur son statut sexuel avant le traitement pour savoir s'il a des complications sexuelles ou pas. Comme j'ai dit, il faut donner un traitement quotidien après le traitement, surtout curatif, après chirurgie ou radiothérapie, de l'IPDE5 tous les jours c'est comme de la rééducation du corps érectile. Et s'il n'y a pas d'érection, il ne faut pas hésiter à adresser le patient à l'urologue pour qu'il lui prescrit des injections intracaverneuses pour que le patient retrouve une sexualité qui pourrait l'améliorer sur le plan qualité de vie. En conclusion, le cancer de prostate est le premier cancer urologique. La déprivation androgénique peut causer des changements physiques, émotionnels, cognitifs importants. L'évaluation du terrain et de la comorbidité. Il faut informer les patients sur les effets indésirables qui sont dus au traitement parce que c'est à lui, en discutant avec lui, qu'on va prendre la décision du traitement qu'on va choisir. Et j'insiste sur le rôle du médecin généraliste, du médecin de famille, sur le diagnostic et la surveillance du cancer de prostate. Donc l'effet multidisciplinaire entre médecins. Je finis par cette citation. Parfois, la vie peut être injuste, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à elle. Je ne peux pas finir
sont vous invités à 2 journées qui viendront durant ce mois d'avril. Donc la semaine prochaine, les journées médico-chirurgicales de la faculté de médecine de Sfax. Donc venez nombreux à votre faculté. Il y a plusieurs thèmes durant cette séance, ces congrès: santé, environnement, sexualité, cancer, les statines et beaucoup d'autres thèmes. Également, comme ordinal, comme secrétaire général adjoint du Conseil régional de l'ordre, je vous invite à venir en masse aux journées du Conseil régional de Sfax le 28 avril à partir de 16h sur un thème, le thème du moment, la responsabilité médicale. Donc, on aura un juge qui va débattre sur le point de vue du juge dans la responsabilité médicale, un expert français qui va nous parler de la responsabilité médicale sur la législation française et le secrétaire du Conseil national qui va nous parler de la responsabilité médicale